si tu veux, quand tu investis dans les assurances vie, Ouais. aujourd'hui, le seul qui gagne de l'argent, c'est la banque, Ouais. d'accord, en prenant des frais sur ton argent, d'accord. On va prendre des frais qui sont élevés, les PEA pareil, les livrets A pareil, etc. En ce moment, c'est vrai que celui qui a placé son argent à la banque a un peu de chance parce que il y a des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés en ce moment, puisqu'on est en phase d'inflation, une inflation importante. Donc l'argent coûte cher, les banques achètent l'argent à un prix. Donc si tu veux, ils arrivent à donner des intérêts importants. Entre 2010 et 2022, je dirais l'argent en banque rapportait à peine 1%. On était sur du 0,6, 0,8. Là, bien entendu, sur certains livrets, certains packs que les banques vous font, vous pouvez atteindre 3%, 3,5. Mais ça va s'arrêter. D'accord, ça va s'arrêter parce que l'indice d'intérêt va baisser, l'indice européen, même mondial, il est en voie pour baisser, donc les intérêts vont baisser. À partir de là, on va plus être en phase d'inflation, et à partir de ce moment-là, les intérêts bancaires vont réduire. Ça va être moins d'1%, comme pendant la dernière décennie. Et de toute façon, même avec des taux d'intérêt de 3%, ça rapporte rien, si tu veux, par rapport à l'investissement. L'argent doit travailler. Ce que les gens comprennent pas forcément, c'est que les fonds, c'est fait pour travailler, c'est fait pour générer du cash en permanence. Votre argent doit travailler pour vous le plus tôt possible. Que vous ayez 20 000 euros, 30 000 euros de côté, 10 000 ou que vous ayez 1 million, 2 millions d'euros, ça doit générer du cash en permanence. D'accord. Okay. Et c'est vrai que parfois on a l'impression du coup que l'argent il travaille plus pour le banquier ou pour justement les fonds avec lesquels on les utilise. Et comment toi tu ferais et quels conseils tu donnerais concrètement justement à toutes ces personnes qui sont dans cette situation, qui ont l'impression de pas générer suffisamment de rendement pour passer de l'autre côté, quoi. Moi, je te cache pas, j'ai jamais travaillé avec les banquiers. J'ai jamais déjà fait confiance aux banquiers, ni à la plupart des fonds d'investissement. Tu vois, j'ai toujours préféré investir mes fonds moi-même, d'accord? Parce que le banquier aujourd'hui, il pense aux intérêts de la banque. Puisque lui, c'est un salarié de la banque, le banquier, il va avoir des primes sur ton argent qu'il va placer. D'accord, plus les intérêts de la banque, etc. Le seul qui gagne pas grand-chose dans l'histoire, c'est le client de la banque en finalité. Et dans les fonds, mis à part certaines bonnes affaires qui sont exceptionnelles, dans la plupart du temps, c'est à peu près la même chose. D'accord. Donc il y a beaucoup mieux à faire aujourd'hui dans l'investissement, dans la diversification de ces investissements, dans les entreprises. D'accord, investir dans les entreprises, dans certaines entreprises qui ont vraiment, je dirais, une vision à long terme d'une business. Des entreprises qui sont dans l'intelligence artificielle. Il y a l'immobilier commercial. Et chaque business a ses secrets. Je vais vous donner plein de secrets. Je vous donne un exemple. On va comparer l'immobilier commercial, puisqu'aujourd'hui, on va en parler avec David Bramy, et on va comparer à l'immobilier d'habitation. Si aujourd'hui, tu as 2 millions à investir, tu as 2 millions, tu veux les investir. Tu vas acheter, par exemple, un bel appartement sur Paris. Un appartement à 2 millions dans les beaux quartiers de Paris va se louer 3-4 000 euros par mois. D'accord? Il va te rapporter donc 50 000 à l'année. 50 000 sur 2 millions, voilà, c'est-à-dire le rendement est très faible. D'accord, c'est très très faible le rendement. Et cet appartement, tu as des risques d'impayés locatifs. Pour expulser les personnes, ça va mettre 3 ans, etc. D'accord, donc on a un rendement qui va être d'1%, 2%, guère plus. D'accord, maximum c'est 2,5. Maintenant, des murs commerciaux, même à Paris, on peut atteindre jusqu'à 5-6% de rendement. D'accord, Paris centre. Je ne parle pas d'Île-de-France. L'avantage des murs commerciaux, c'est que quand les personnes payent pas leur loyer, on va pouvoir aussi, parce qu'il y a un gros problème, il y a des gros soucis de défaut locatif aujourd'hui en France, faut le prendre en compte. Mais quand tu arrives à sortir les locataires, tu peux revendre ton droit au bail. Donc quand tu as un emplacement stratégique, des belles rues parisiennes, tu vas revendre ton droit au bail cher. Tu peux le revendre jusqu'à 1 million d'euros. Et tu peux te retrouver à revendre ton droit au bail tous les 3-4 ans. Si ton locataire ne reste pas, parce qu'il est en défaut de paiement. Donc, si tu as acheté ces murs commerciaux 2 millions, tu peux te retrouver avec 2 ventes de droit au bail, récupérer tes 2 millions, en plus des loyers que ça va te générer par la suite. Ça, tu l'as pas dans l'immobilier d'habitation, par exemple. Ouais. Ça n'existe pas. D'accord ? C'est pour ça que la plupart des grandes familles qui ont fait fortune, c'est dans l'immobilier commercial. Okay, tu vois un peu cette méthode. Avec des foncières, on en parlera aussi vendredi. Bien sûr, okay. Bien sûr. Comme toi, t'en as fait énormément après avoir revendu. Exactement. L'avantage de l'immobilier commercial, c'est que tu peux, on va dire, piloter ton loyer en fonction de plein de choses. Tu peux mettre un loyer fixe, un loyer variable en fonction du chiffre d'affaires de ton locataire. Tu peux à chaque fois mettre un droit au bail, donc générer du cash entrant avec ce droit au bail qui peut te servir comme apport pour racheter encore des nouveaux murs commerciaux, etc. Et tu fais grandir ta foncière beaucoup plus rapidement. D'accord. Et aujourd'hui, la plupart qui ont des foncières, moi j'ai plein d'amis qui ont des grosses foncières qui pèsent aujourd'hui 500, 600, 700 millions d'euros, on en voit moins dans l'immobilier d'habitation.
où la gestion est plus complexe entre le chauffe-eau qui tombe en panne, le locataire qui paye pas le loyer, les procédures, les soucis, enfin c'est plus compliqué. Et en parlant justement d'investissement et d'opportunité, il y a toujours cette notion de timing. Toi, ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux personnes justement qui se disent quand est-ce que je commence? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette image, on sait qu'on doit le faire, mais en fait, il y a toujours un gros fossé entre je le fais maintenant et je sais que je dois le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait quoi ton conseil aux gens pour qu'ils passent à l'action? Je commence à investir dès que j'ai gagné mes premiers euros. Il n'y a pas besoin d'attendre de devenir riche pour investir. On commence à investir le jour J, d'accord? Et faites attention. Il y a beaucoup de personnes, moi j'ai observé ça, qui ont le syndrome de l'accumulation de l'argent en croyant que l'argent caché leur rapporte de l'argent. Ça n'existe pas. Moi j'ai plein de personnes qui ont gagné beaucoup en faisant des affaires qui fonctionnaient fortes. Et ils étaient là en train d'accumuler. Tu sais, ils se retrouvent dans une phase accumulation de richesse. Ils veulent créer une pyramide de cash pour se dire j'ai tant. Ils ont oublié d'investir. Il y a des personnes qui vont accumuler beaucoup moins de cash, mais qui vont investir très tôt, beaucoup plus intelligemment, et qui vont rattraper le cash de ces personnes-là parce qu'ils ont oublié d'investir. Ça, je l'ai vu dans beaucoup de cas de figure. Très important à prendre en compte parce que c'est comme ça. On a l'impression qu'on garde ces fonds près de soi, qu'on les protège, alors que c'est pas une réalité. D'accord? Il faut investir. L'immobilier prend de la valeur, l'or prend de la valeur, les bitcoins a pris de la valeur. Tous les investissements intelligents prennent de la valeur. L'argent ne prend pas de valeur. D'accord? Bien au contraire, avec l'inflation, l'argent dévalue. Il ne suit pas le cours de l'inflation. Donc, je ne fais pas confiance à l'argent qui est mis à la banque. Ok, hyper intéressant. Et dans toutes les opportunités que tu as vu passer, j'imagine que tu es passé devant énormément de deals, off-market, etc. Ça, c'était quoi les leçons que tu as apprises et quelles sont justement, des fois j'imagine tu as loupé, tu as eu le mauvais timing, etc. Ce serait quoi ton conseil justement pour ces personnes en termes de timing et c'est quoi pour toi les critères pour un bon investissement, tu vois? Bon, un bon investissement, c'est la rapidité. Okay. Ça va être la réactivité. Aujourd'hui, des bonnes affaires, ça part tout de suite. Ça part tout de suite avant que ça rentre sur le marché, comme je l'évoque souvent. Mais il va falloir avoir le bon réseau pour que le réseau nous mette au courant de cette affaire avant tout le monde. Et ensuite, il faut de la réactivité. La bonne affaire, c'est tout de suite. Il faut être prêt. Il faut être prêt financièrement, il faut être prêt mentalement à mettre tapis tout de suite. C'est très important, d'accord? Parce que après, bien entendu, ça reste pas en vente longtemps. Je veux dire, si demain il y a un appartement qui vaut 1 million, qui est en vente à 600 000 parce que la personne doit s'en séparer parce qu'elle a tel ou tel problème, ça va pas rester à 600 000 un mois. Dans les 3 jours, c'est vendu, d'accord? Donc il faut être très réactif. Le secret des affaires, c'est la réactivité. Après, des opportunités, il y en a. L'histoire démontre que des opportunités se présenteront à vous en permanence. C'est pas parce que vous avez loupé l'affaire du siècle que vous allez, alors vous allez peut-être pas la retrouver dans votre parcours de vie, dans votre parcours entrepreneurial, mais il y a d'autres opportunités. Donc ça, c'est très important à prendre en compte, mais il faut être réactif, il faut être prêt. Et le réseau, du coup, pour avoir accès à ces deals qui partent super rapidement, si t'as pas les bons contacts, j'imagine que... Mais t'es obligé d'avoir le réseau. Le réseau, si tu veux, aujourd'hui, c'est 80-90% du business. Moi, toutes les grosses affaires que j'ai faites et que j'ai failli faire, parce qu'il y en a que j'ai loupé, bien entendu, la réussite, c'est quoi? Comme je le dis souvent, c'est une succession d'échecs. D'accord? Mais toutes les bonnes affaires, les bonnes opportunités sont venues par le réseau. Allô Hakim, il y a telle opportunité, avant que je la mette sur le marché, est-ce qu'elle t'intéresse? Je te laisse 15 jours. Et ce serait quoi ton conseil du coup pour toutes les personnes qui démarrent et qui n'ont pas forcément ton réseau et qui disent c'est quoi la première étape, comment je démarre? N'hésitez pas à rejoindre le club, on a un business club pour comprendre comment ça se passe. N'hésitez pas à vous faire votre propre réseau, d'accord? N'hésitez pas à rentrer dans les cercles de réseau. D'accord, où vous allez faire connaissance avec des personnes qui sont dans le milieu. C'est très important. Si aujourd'hui tu fréquentes des personnes qui ne sont pas dans le business, si tu fréquentes des personnes qui ne sont pas dans l'immobilier, si ton cercle d'amis, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec tout cet écosystème, comment veux-tu être au courant des affaires off-market? C'est pas possible. Moi, je suis au courant. Pourquoi? Tout mon entourage, c'est des entrepreneurs. Tout mon entourage, c'est des investisseurs. J'ai même pas d'intérêt, si tu veux, à parler avec des amis qui parlent pas business. Parce que le reste ne m'intéresse pas. Je te donne un cas de figure. Moi, mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, avec qui j'allais à l'école, on n'a plus rien à se dire aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas malveillant de ma part ou autre, C'est qu'à un moment donné, t'es dans un mindset business. T'es dans un mindset où tous tes échanges, toutes tes discussions, t'as envie que ça tourne autour de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Parce que les autres sujets ne t'intéressent pas.
Clairement. Ils t'apprennent rien. Clairement. Parce que tu as envie de t'alimenter en permanence. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Quelles sont les bonnes opportunités? À Dubaï, quel est le prochain quartier de Dubaï qui va exploser? En Italie, où est-ce qu'il faut acheter? Où est-ce qu'il faut vendre? Tu vois, en Côte d'Azur, pareil. Donc c'est ça la chose. Et il faut parler avec des personnes qui sont intégrées dans l'économie locale en permanence. Ok, hyper intéressant. Et ça serait quoi le portefeuille? Bon, t'as parlé d'IMO commercial, on va reparler avec David qui va arriver là dans un instant. Ouais. Ça serait quoi les autres actifs, les autres deals que toi t'as pu faire en off-market qui t'ont permis d'arriver là où t'en es aujourd'hui? Ça serait quoi vraiment les pépites, ou comment tu créerais un portefeuille? Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu veux, alors je vais te dire, moi quand j'ai démarré dans ma première vie, qui était la première chaîne de restauration que j'ai développée, c'était du porte-à-porte. J'allais trouver les pépites en porte-à-porte. Mmh. Et en fait, si tu veux, à l'époque, je voyais que Paris, les murs commerciaux, moi, ce que je voulais acheter des murs, les murs commerciaux étaient chers. J'allais dans les petites villes de province. Des villes comme Angers, Rennes, Nantes, Metz. J'allais dans les petites villes de province. Mmh. Valence, Avignon. Et dans les petites villes de province, souvent, t'avais pas des foncières aussi agressives qu'à Paris. À Paris, tout le monde est à l'affût du business. Dans les petites villes de foncières, dans les petites villes de province, ça appartient à des personnes qui sont retraitées, qui veulent partir à la retraite, qui sont pas full business. Et quand t'arrives avec les crocs, tu trouves des opportunités. Mais je le faisais en porte-à-porte. J'allais en centre-ville, j'allais en périphérie, j'allais voir les emplacements qui m'intéressaient, je tapais à la porte, bonjour, est-ce que les murs sont à vendre? Est-ce que le fond est à vendre? C'est comme ça. C'était la vieille méthode. Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de personnes qui ont des superbes emplacements à vendre et qui sont pas encore connectés aux réseaux sociaux. Clairement. Et en termes de private equity, est-ce que toi tu rachètes du capital dans certaines entreprises? Comment en plus de l'IMO, comment tu crées ton portefeuille? J'investis énormément dans les entreprises. Ça fait quand même une quinzaine d'années que j'investis dans les entreprises. Beaucoup dans les entreprises de la tech, dans le digital, d'accord? Des entreprises dans lesquelles je suis à l'initiative, des entreprises qu'on me propose en permanence, mais je regarde la potentialité, si tu veux, de la scalabilité. C'est ça qui est important. Comment je vais pouvoir rendre cette entreprise internationale pour qu'elle aille plus vite dans son développement? C'est là-dessus que je vais. C'est très, tu vois, je vais pas je vais de moins en moins, comme je l'évoquais hier, dans le business physique. C'est trop de problèmes pour très peu de résultats. C'est trop de problèmes. Tu sais, j'ai appris une chose quand j'allais faire quand j'ai fait la tentative de rachat à l'époque de la chaîne de fast-food, si tu veux, le fonds qui s'associe à moi, il me disait, mais Hakim, la restauration, c'est l'euro gagné le plus difficile. Pourquoi tu veux pas qu'on investisse cette somme dans la tech? Et je l'ai compris après. J'ai compris après parce que c'est vrai, tu vas investir dans une boîte de 230 millions pour te retrouver à gérer 5-6 000 personnes. Alors qu'en réalité, tu peux investir ça dans un business de la tech qui va te générer beaucoup plus de cash sans problème. C'est comme, tu sais, une fois, si tu as vu sur Instagram, il faisait la comparaison entre Peugeot et WhatsApp. Tu as déjà vu cette comparaison? Non, il te montrait que Peugeot, il y avait, je sais pas, 150 000 personnes ou 200 000 personnes qui travaillaient pour une valorisation, exemple, j'ai plus les chiffres, de 12 milliards, et WhatsApp, tu avais 60 personnes qui travaillaient pour une valo de 12 milliards aussi. Donc, autant aller dans le business vers la simplicité. Faites un business très rentable, mais très simple. Et quand il est simple, maintenez-le simple. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se complexifier. Ils se rendent la chose complexe. D'accord? Simplifiez en permanence. Ne rendez rien compliqué. Quand votre business commence à devenir compliqué, freinez, arrêtez, prenez le temps de le simplifier. Excellent. Vous savez pourquoi? Parce que quand on commence à déployer un business, il faut l'expliquer à plein de collaborateurs. Plus c'est simple, plus ils vont comprendre. J'aime bien la simplicité, c'est la plus belle des sophistications. J'aime bien dire ça. Exactement, exactement. C'est très difficile aussi. On parle de scaling aussi dans le challenge, de scaler le chaos, de scaler les emmerdes, quoi. Parce que si t'as la complexité partout, au bout d'un moment, c'est. J'ai un ami grand homme d'affaires français qui est milliardaire. Il m'a dit une phrase. J'ai jamais oublié. Des fois, t'as des phrases qui sont chocs. Il me disait, ça sert à rien de faire un business parfait. Le but, c'est déjà de développer ce qui est fait. Tu comprends? Quand tu crées, je sais pas, ton restaurant, il est propre, il est designé, il fonctionne. Quand quelque chose fonctionne, ne touche à rien, développe. Ne cherche pas à le rendre parfait, parce que tu n'arriveras jamais à la perfection. Tu ne feras que perdre du temps sur ton développement. D'accord? C'est ça qui est très très important. Donc il y a des phrases, voilà, qu'il faut retenir et il faut avancer avec. On peut pas parler d'investissement sans parler de risque. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que surtout en France, on n'aime pas prendre des risques et on est extrêmement sécuritaire. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et on l'a vu avec toutes les équipes là dans le Discord qui partageaient aussi que ils se sont toujours orientés vers des placements très sécuritaires, recommandés aussi. Voilà. Enfin, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Et toi, comment tu jauges ton risque? Comment tu prends les bonnes décisions
en termes de risque? Déjà, on peut pas parler de sécurité avec les banques. Ouais. D'accord, une banque fait faillite, tu perds ton argent. Mmh. Une banque demain elle fait faillite, ça dépend des banques, mais il y a des assurances ou autres et l'assurance limite certains coûts. Sinon, tu vas te retrouver en procédure avec les assurances, avec les banques, avec tout le monde. Donc, ne croyez pas que mettre l'argent à la banque c'est une sécurité, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours préféré la pierre, par exemple, à la banque. D'accord. La banque, comme je l'ai dit, l'argent prend pas de valeur. La pierre, bien placée intelligemment, ça prend de la valeur. Après, bien sûr, il faut une diversification mondiale. Aujourd'hui, si on prend le cas de la France, on a encore certaines limites dans les murs commerciaux, on va dire dans l'immobilier. Il y a des villes où ça augmente plus. Il y a des villes, bien entendu, où on a du mal à vendre. C'est une réalité. Ça a freiné pendant 2 ans parce que c'est indexé en fonction des taux d'intérêt. Donc là, ils étaient très très hauts. La vente était difficile, les agents immobiliers étaient en souffrance, il y avait énormément d'agents immobiliers qui ont fait faillite. Là maintenant les taux vont baisser, ça repart, d'accord? Mais il faut que vous ayez une vision mondiale. Le monde est grand, il y a du business à faire partout, il y a des pays émergents, il y a des pays aujourd'hui, les gens le savent pas, où tu investis 100 000, tu fais rien, tu attends 2-3 ans, ça vaut 400 000. Et il y a plein de pays comme ça aujourd'hui à travers le monde. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'on voit tout par le spectre de la France. Et en plus, là, dans la France, c'est très difficile. Enfin, le système de méritocratie, etc., c'est très très difficile quand tu me partageais en off. C'est vrai que on te laisse faire quelques millions, mais au bout d'un certain stade, on t'arrête très vite, quoi. La France, c'est 1% de la population mondiale. Ouais. Faut le savoir déjà. D'accord. Le monde est grand, le business il est partout. Il y a des pays émergents. La France, on est quand même dans un pays bien développé. Il y a des pays émergents et la première chose dans un pays émergent, c'est l'immobilier. Là, on fait le maximum d'argent, c'est avec l'immobilier. D'accord. Ensuite, il faut aller dans des pays où il y a une bonne démographie, c'est important. Bon, par exemple, tu me dis investir en Italie, je te dirais non, parce que c'est un pays vieillissant, l'Italie. L'Italie, ils ont un problème de natalité aujourd'hui. D'accord. Je sais plus c'est quoi l'âge moyen, mais il y a plus de décès que de naissances. Donc forcément, dans 30 ans, dans 20 ans, enfin ça va aller très vite, tu vas te retrouver avec des villes entières vacantes, des logements vacants. Donc il faut prendre en compte plein de choses. C'est pour ça que je parle toujours de la vision. Il faut se projeter. D'accord. Ça, c'est très important. Après, il faut bien entendu investir et diversifier. Immobilier, digital, si on croit au digital, et d'autres modèles d'activité sur lesquels tu crois. Et on diversifie les activités et les pays. Voilà, et à la base de tout ça, tu as quand même besoin de te former, d'avoir un vrai niveau de compétence pour comprendre ce que tu fais. Exactement. La compétence, tu l'acquiers avec le temps et avec le réseau. D'accord. Et avec l'apprentissage, tu es obligé d'apprendre au quotidien. On est obligé d'apprendre en permanence. D'accord. Mais j'ai envie de dire, apprenez la stratégie. Il faut apprendre la stratégie dans chacun son domaine de compétences. D'accord. C'est très important. C'est très important. Excellent. Et on va accueillir dans, je pense, quelques minutes David qui va pouvoir se connecter et justement va pouvoir continuer cette soirée exceptionnelle en parlant d'immobilier commercial et plein d'autres choses. Est-ce que dans le chat déjà, vous pouvez nous dire si tout va bien, si vous êtes chaud? Il est intéressant ce message. Je suis une ancienne banquière et je suis 100% d'accord avec toi, Hakim. Alors ça, c'est une banquière qui le dit. Bravo. Là, on peut peut-être réouvrir le chat 30 secondes. Comme ça, on va prendre vos questions rapidement avant que David arrive. Hop là. Et en tout cas, est-ce que pour l'instant ça vous parle? Et n'hésitez pas aussi à noter vos questions pour la fin, parce que vous pourrez avoir l'opportunité de justement poser toutes vos questions. Hakim, tout va bien? Oui, merci, top, etc. Ok, top. Génial. Super. Ok, excellent. Bon, trop bien. On a parlé de timing, on a parlé de risque. Ensuite, plus spécifiquement à tous ceux qui, on va dire, qui se lancent, ok, qui se sentent pas forcément capables aussi, parce que on voit toujours le résultat, mais comme tu disais, on est tous partis de zéro. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concrètement à ces personnes qui se lancent, qui démarrent? Écoutez, et c'est complètement nouveau pour elles. Quel que soit votre modèle, entourez-vous de bons conseils et pas de ce que vous voyez sur Instagram, sur les réseaux. Moi, j'ai voulu mettre sur les réseaux parce que j'ai vu beaucoup de bêtises et la réalité vient de l'expérience, pas de personnes qui vous parlent de choses sans avoir vécu l'expérience. Je vais prendre 2 cas de figure. Sur les réseaux, tu vois souvent la SCI, l'ennemi des impôts. Pas la SCI, excuse-moi, la holding. Tu le vois souvent ça sur les réseaux. Mais ça, c'est une connerie phénoménale. Faut pas dire aux personnes la holding ennemi des impôts, c'est pas vrai. La holding, ça sert à quoi? Il y a un contresens, il y a une contrebalance. Il y a plein d'entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur et je connais des dizaines d'entrepreneurs. Et on parle entre entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs qui créent leur société. Ils rattachent leur société à une holding. Circuit classique. D'accord? Apport de titres. OK? Ensuite, leur banquier, leur comptable ou leurs avocats leur dit maintenant, pour défiscaliser un peu, ta holding va investir dans une SCI. Tu connais ce modèle-là? Un schéma classique que beaucoup de Français font l'erreur de faire.
Eh ben, vous donnez, j'ai envie de dire, le bâton pour vous faire battre. On en reparlera très prochainement quand on va parler de fiscalité, mais c'est très simple. Si demain, avec ton entreprise, ça se passe mal, tu as un contrôle fiscal qui se passe mal. Et en France, 80% des contrôles fiscaux se passent mal, d'accord? Et tu as un redressement. Eh bien là, l'administration va remonter de ta société, ils vont faire ce qu'on appelle une extension. Ça va remonter à la holding. Et de la holding, ils vont redescendre sur ta SCI ou TSCI. Et tu auras perdu tout ton capital, ton entreprise, ta holding et tes biens immobiliers. Parce que tu as rattaché ça à une holding. Tu donnes le bâton pour te faire battre. C'est arrivé à des dizaines d'entrepreneurs que je connais. Ils ont trimé toute une vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour créer une entreprise. L'entreprise, comme on l'a dit hier, très intelligemment, c'est une montagne, ça monte et après ça redescend, d'accord? Tu peux faire des erreurs parce que tout être humain peut faire des erreurs dans la gestion de son entreprise, d'accord? Et là, tu as mis 10, 15 ans à construire, à constituer tes SCI, ils vont faire une extension, tu vas tout perdre. On va te prendre tes SCI, tout est bien immobilier et tu retournes à la case départ. Je dis souvent une phrase que j'aime beaucoup, je le répète à mes collaborateurs, même joueur joue encore. Tu comprends? Ouais. Le modèle en France, c'est celui-ci. Même joueur joue encore. Donc, évitez le système de holding. C'est un conseil. Divisez pour mieux régner. Divisez vos entreprises. La foncière d'un côté, même si vous devez payer un peu plus d'impôts, évitez ce régime Murphy avec la holding. D'accord? Donc, il y a la foncière d'un côté, il y a l'activité de l'autre côté. Il faut pas faire prendre de risques à vos biens immobiliers. Vos biens immobiliers, c'est votre retraite. Il faut pas faire prendre de risques. C'est très important parce que ce schéma-là, j'ai vu énormément de personnes le vivre. Donc, je préfère parler d'expérience de réels entrepreneurs plutôt que de bullshit qu'on entend parfois sur les réseaux. Ok? Tout simplement. Et peut-être un petit conseil avant qu'on accueille David. Tu parlais justement hier que tu avais pu apprendre dans la douleur des leçons clés. Sinon, tu disais, voilà, dès 30 ans, normalement, tu serais déjà milliardaire. En parlant d'investissement, pour toi, c'est toi les plus grosses erreurs que tu as fait. Et qu'est-ce que tu pourrais transmettre du coup un peu sur un plateau aux personnes sur ces erreurs concrètes ou celles qui vraiment t'ont coûté cher? Moi, je vais dire la réalité. Les erreurs que j'ai faites, c'est quoi? J'ai fait 3-4. Donc j'ai un cousin qui vit à Bali depuis 20 ans. Donc je suis allé chez lui, j'avais 23 ans et il m'avait dit d'investir dans le Bitcoin. Je sais pas, à l'époque ça valait $100 je crois ou $200. J'avais de l'argent sur moi, j'ai préféré rentrer avec à l'époque en Europe, en France plutôt que les investir. Aujourd'hui, on avait fait le calcul, ça vaudrait 80 millions ce que je vais investir. Tant pis, ça fait rien. L'autre plus grosse, mais bon, je croyais pas au Bitcoin, il me montrait un truc digital, je comprenais rien, je dis attends, je vais pas mettre 3-4 000 ou 5 000 euros là-dedans. Erreur, parce que il y a une époque où tu disais c'est pas possible qu'un truc comme ça digital vale autant d'argent. Deuxième erreur, j'ai trop fait confiance à un moment donné à la France. Pour moi, dans ma tête, il y avait la France et il y avait le tiers-monde. Et j'ai investi massivement, moi, par exemple, au Maroc, en Thaïlande, tu vois, en Indonésie. J'ai investi dans plein d'endroits, mais pas assez. Parce qu'en fait, je me disais, si j'investis dans des terres, j'ai acheté des terres, des hectares et des hectares. Et en fait, compte, pareil, si j'avais investi plus, aujourd'hui, c'est l'équivalent de presque 400 millions d'euros. Tu vois, et notamment une erreur grave que j'avais faite en Thaïlande où on m'avait proposé, je crois, c'était presque 80 hectares. C'était pas cher du tout. C'est devenu un port de pêcheurs. C'était une ville qui n'était pas constructible, un petit village. Et aujourd'hui, c'est constructible. Et en fait, dans ma tête, je me disais, ces pays-là, ils sont pas sûrs. Je vais tout perdre. Et j'avais une confiance inébranlable envers la France. Et en fait, c'est ça l'erreur. Avec le temps, je me suis dit, mais attends, il suffit que tu aies un mauvais contrôle fiscal, un mauvais redressement et on peut te bloquer ton patrimoine quand même. On te le bloque là où dans des pays qui pour moi n'étaient pas sûrs du tout, bah on te laisse ton patrimoine, il est à toi. Tu as une maison dans ces pays-là, c'est ta maison. Tu as une maison à Dubaï, tu as un immeuble complet, c'est à toi, il va rien t'arriver. Personne va venir te dire, bah écoute Jean, tu as un contrôle, tu as un redressement, on va tout te bloquer, on va tout hypothéquer et va te défendre. Et pendant ce temps-là, bah tu perds la propriété de ton patrimoine. Donc l'erreur, c'est de ne pas assez avoir fait confiance aux pays émergents. Ok, hyper intéressant. D'accord. Faites confiance aux pays de demain. Le monde est en train d'évoluer très très vite. Faites confiance aux pays de demain. Et autre chose, souvent, je sais pas si toi ça te l'a fait, bon t'es un peu plus jeune que moi, mais souvent quand quelque chose me paraît trop beau,
Je dis c'est pas possible qu'il y ait autant d'argent là-dedans. Tu vois, quand on parlait de SaaS, on parlait d'IA, on parlait de digital, je dis c'est pas possible en fait. C'est trop beau, tu vois, surtout quand tu viens comme moi du business physique où j'ai gagné mon argent kebab par kebab, comme j'aime à le rappeler, et où vraiment t'as galéré, tu vois. Et en fait non, c'est réel, c'est réel. Tu vois, c'est comme on prend le cas du Bitcoin. Moi, je cache pas, j'ai pas investi dedans, mais tu vois, ça fait que monter. Ça valait 40 000, ça valait avant 30 000, là, ça vaut 100 000. Et en fait, compte, t'as juste à placer l'argent et attendre. Alors peut-être qu'un jour ça va s'effondrer, on sait pas, mais en attendant, tout le monde est surpris. En tout cas, les gens qui n'ont pas investi là-dedans. Ouais, clairement. Magnifique.